Bonjour et bienvenue à l'épisode 7 de Alt F4, le podcast québécois sur la musique de jeux vidéo. Et je suis en présence de tout le contraire des protagonistes des jeux qu'on va parler. Nous ne battrons pas. Aïe, c'est dur de dire ça. Mais nous ferons des descriptions dans l'amitié. C'est mon co-animateur Pidge en personne. Toujours là. Hey, je te regardais me regarder rusher à dire une phrase. Ça part vraiment mal aujourd'hui. Là. J'ai de la misère aussi. Donc, ouais, c'est notre épisode numéro 7. On dirait qu'on a l'air surpris à chaque épisode d'en faire un de plus. Oui, mais, c'est presque le cas. Non, quand même. Écoute, on a concocté un épisode spécial dont on a déjà parlé. En fait, je pense que c'est au premier épisode on a mentionné l'existence de ce projet-là. Donc, on a tourné la roue du hasard ensemble pour choisir un sujet de manière aléatoire. Ben, ensemble. J'ai tourné la roue du hasard. Puis c'est tombé sur le fameux spécial coup de poing. Un spécial tout en violence. On s'est restreint un peu dans les styles de jeu qu'on va aborder parce que, je veux dire, un coup de poing, c'est très vague. Là. Je veux dire, il y en a beaucoup. Là. Il y en a dans The Wolf Among Us, tu peux péter un verre sur la tête de quelqu'un. Dans beaucoup de jeux, tu peux donner des coups de poing. Hein? Ouais, dans beaucoup de jeux, tu peux fesser le monde. Ouais. Je pense que c'est un truc qui est vraiment récurrent dans le monde du jeu vidéo. Mais on s'est limité à deux styles particuliers pour aujourd'hui. Le premier étant, genre, sans surprise, les jeux de combat. Vous connaissez tous le jeu Mortal Kombat sûrement ou Street Fighter. Il y en a vraiment beaucoup de ces jeux-là. Il y en a une panoplie. Puis le deuxième, c'est ça se francise mal. Francise mal. Je sais pas c'est quoi la bonne prononciation. C'est les beat 'em up, les jeux comme justement que tu fais juste fesser la moitié de la ville pour te rendre quelque part, battre quelqu'un et gagner. C'est souvent à point nu. À point nu, ouais, souvent, souvent. À grand coup de poing dans la tête. Ouais. Donc, c'est ça. Je voulais aussi faire un petit erratum rapide, parce que ça faisait longtemps qu'on avait fait un. Dans le dernier épisode, quand je mentionne des vidéos des années 1880, 1880, of course, que je voulais dire des photographies, mais j'ai dit des vidéos, c'est une grave erreur. des stories Instagram de 1880. Ouais, c'est ça, mes stories du gram. Ouais. Des vieux joueurs de musique, des vieux pianistes qui fument la clope dans des bars. Donc, Pidge, c'est toi qui commences aujourd'hui. Ben, sans plus tarder, puis je voulais rajouter un petit quelque chose avant de commencer, parlant de beat 'em up, on en parlait tantôt, c'est des jeux beaucoup basés sur les vieux films d'arts martiaux des années 70, 80, là, sur du vieux Kung Fu, Bruce Lee par exemple. On a parlé de Fist of Fury, entre Fist of autres. Fury, exact, ouais. Puis c'est ça, fait qu'évidemment, ça a beaucoup cette ambiance-là sous forme de jeux vidéo. Et puis, mon premier extrait fait partie de ça. C'est un beat 'em up. Je pars la toune et comme d'habitude, on en parle après. Exact. Oh, ouais, rock and roll, vous dites? Ah, wow! Hey, j'avais vu les petits vocales qui ont embarqué. Oui, là. les petits choirs midi. Ouais, j'adore ça. Oui. Donc, c'est un jeu, c'est une pièce du jeu Battletoads and Double Dragon, qui est un jeu de... Ben, moi, j'ai joué au Super Nintendo, mais en fait, ça a sorti sur plusieurs consoles à la fois. Donc, c'est un jeu de la compagnie Rare, dont on a déjà parlé, qui ont fait, entre autres, les Donkey Kong Country. Je vais rebaisser un peu, ça va me distraire, je pense. Puis, c'est ça. Donc, Rare est une compagnie britannique. Ça, c'est eux qui ont fait aussi la série Battletoads.
Mais c'est Battletoads et Double Dragon. Donc, Double Dragon, ça, c'est une franchise de la compagnie Technos, qui est, elle, une compagnie japonaise. Donc, le jeu a vraiment été fait par Rare et pour la plupart du gameplay et de ce qui se passe, le côté Double Dragon est pas mal juste la licence pour s'en servir. Ouais, ils ont juste utilisé la franchise. Exactement, avec comme l'accord de la compagnie. Bon, pis tout. C'est un jeu qui est sorti sur plusieurs consoles, en fait. Est sorti sur... moi, donc, comme je disais, j'ai joué au Super Nintendo, mais il y a le même jeu version NES. Fait qu'ils ont vraiment... Début 90, c'était l'espèce de période où il y avait des jeux des deux consoles qui sortaient en même temps. T'sais, le NES était récent, fait c'était des jeux très basiques pour le SNES, je veux dire. Le SNES était récent, puis c'était déjà assez basique, tandis que le NES tirait un peu à sa fin, là. Et puis, donc voilà, le compositeur est David Wise, dont on a déjà parlé, effectivement, qui a aussi fait la soundtrack de Donkey Kong Country, probablement dans ses plus grands succès, mettons, de cette époque-là, des jeux qui sont des chefs-d'œuvre aujourd'hui de Super Nintendo. Là. Définitivement, parce qu'encore aujourd'hui, on parle beaucoup de la bande sonore de tous les Donkey Kong comme les meilleurs, dans les meilleurs de la SNES. Ouais, c'était vraiment la bonne bande sonore. Juste rappeler que David Wise, c'est le monsieur avec un saxophone qui est bien cool sur sa page Wikipédia. Oui, on le rappelle, au cas où vous l'avez oublié. Allez voir sa page Wikipédia. Fait que c'est ça. Dans quel ordre je vais parler de ça? Ok, je vais parler un petit peu du lore. Ça va être le côté drôle, hein, parce que le lore, dans ces jeux-là, on va se le dire, tu joues pas assez pour le lore. Hein? On parle souvent d'immersion pis tout. C'est pas ça le but ici. Le but, c'est de péter du monde à main nue. Puis écran par écran, de taker des boss et de finir par c'est ça, faire le. Absolument, c'est des jeux que tu peux faire le tour en une soirée. Là, ouais. Si t'es bon, mettons. Là. Comme on l'a fait avec le nouveau TMNT. Oui, c'est Revenge of Shredder. Ouais, ça nous a pris 2 soirées puis on a fait le tour. Ouais, 2 soirées, exactement. Puis c'est super cool d'ailleurs, ces jeux-là. C'est un vieux style de jeu que finalement, qui rappelle un peu quasiment les roguelites d'aujourd'hui, dans le sens où tu fais une game, puis tu gagnes ou tu perds, puis that's it. Ouais. Bon. Fait que l'histoire du jeu. Donc, c'est après la défaite de la Evil Queen. Là, je vous lis des notes que je me suis pris. J'ai résumé, là. Après la défaite de la Evil Queen, elle va... j'imagine la Evil Queen qui devait être une méchante dans l'univers de Battletoads. Elle se sauve dans le fond de l'univers, puis elle revient avec les Shadow Warriors, puis elle réussit à comme désactiver toutes les défenses de la planète Terre. Les Shadow Warriors, c'est les méchants dans Double Dragon. Fait que là, les 3 Toads, parce qu'il y a 3 des Toads, des crapauds, là, des genres de grosses grenouilles mutantes qui se battent. Là. Les 3 font appel aux frères Billy et Jimmy Lee. Les protagonistes de Double Dragon. J'ai dit à Pitch tantôt que c'était le nom de tes 2 bullies au primaire. Oui, exactement. Amenez des Billy m'ont encore volé mon lunch. Ils ont aussi l'image, tu sais, ces personnages-là dans les jeux japonais, que c'est vraiment l'archétype de l'américain selon un japonais. Ouais, oui. Fait que c'est Billy et Jimmy Lee, tu sais, bon. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, toutes les défenses de la Terre sont faites interceptées et neutralisées. Fait qu'évidemment, d'aller péter plein de monde à point nu, c'est ça qui va la sauver. Ouais, c'est ça la solution, la violence. Ouais, c'est ça la violence. C'est pas mal ça pour le lore. Je voulais peut-être aussi parler... Ah oui, peut-être grosso modo, là, parce que pour l'épisode, j'aimerais ça que les gens puissent se préparer d'avance. Mentionner un petit peu qu'est-ce qui fait une bonne musique de combat. Hein? Mm-hmm. Évidemment, là, vous comprenez que c'est vraiment l'épisode inverse du dernier. Ouais. Puis dans la musique, ça reflète exactement ça. Hein? Vous vous rappelez qu'on disait que pour des bonnes musiques de nuit, ça prend souvent une instrumentation légère, une musique très minimaliste, avec beaucoup de vide. Beaucoup de vide, c'est drôle à dire, mais rempli de vide. Ouais, rempli de vide. Pour justement, ça laisse la place à beaucoup de choses. Ça laisse la place à l'imagination, ça laisse la place à l'immersion. Tandis que ici, c'est pas ça qu'on veut. On veut que la musique soit chargée, elle soit saturée. Il y a beaucoup d'instrumentation, beaucoup de drums, comme on disait aussi, dans l'instrumentation, il va y avoir de la guitare électrique,
beaucoup de basses, des cuivres. Des cuivres, des orchestra hits. Orchestra aussi, hits, exact. Ça fait qu'il y a tout ce genre de choses-là. Puis bien évidemment, ça prend aussi de la musique qui est très dynamique, très upbeat, Ouais. qui nous permet de vraiment c'est ça, de nous mettre dans le mood de se battre. Ouais, j'imagine pas vraiment un jeu de combat que la musique, ça serait des valses. Puis Non, c'est ça. Des trucs slow-mo. Là, Puis il y a relax. aussi il y a le style, tu sais, moi j'ai écrit musique très rock, en parenthèse métal, parce qu'effectivement, à l'époque, probablement qu'ils disaient c'est du métal qui joue. Là, aujourd'hui, du métal, c'est plus tant ça, mais puis je suis allé écouter un peu parce que je connais le Battletoads et Double Dragon, j'ai déjà joué pas mal à ce jeu-là, mais ils ont ressorti d'autres Battletoads, puis les plus récents, la musique est vraiment plus métal. Ouais, j'imagine. D'aujourd'hui, mettons, on considère un peu plus ça comme. On considérerait ça plus comme du métal. Fait que je pense que c'est l'idée de. Puis tu sais, les Battletoads, ils ont des lunettes de soleil, Ils sont cool. ils ont des bracelets avec des studs dessus, Ouais. puis tu sais, sont cool, là, tu sais. Mais c'est comme la version que je t'ai envoyée des Battletoads dans Killer Instinct, là, parce qu'ils ont été Oui, rajoutés dans le exact. jeu. Ben, c'est de celle-là que je parlais aussi. Ouais. Ouais. Ben, c'est aussi que toute la soundtrack de Killer Instinct est très, très, très métal et électro, là, mais on y reviendra. C'est un truc vraiment récurrent dans les jeux de combat. Oui, bien sûr. Et puis, donc, c'est pas mal ça, mais je veux aussi porter attention dans les prochaines tunes de cet épisode-là, mais en général, en fait, dans toutes les tunes, parce que je me suis fait la réflexion, sur le panning. C'est quoi le panning? Le panorama. Le panorama, exact. Moi, je vais souvent dire panning. Ben bon, c'est très beaucoup d'anglicisme, évidemment, comme toujours. C'est si vous avez la chance d'écouter ça avec des écouteurs, on le recommande fortement parce que beaucoup de pièces vont être écrites avec des instruments vont jouer du côté gauche et d'autres du côté droit et d'autres un peu au milieu, un petit peu à gauche, un peu à droite. Puis tout ça, c'est vraiment un autre élément de composition qui est super intéressant auquel s'attarder dans la musique en général, mais beaucoup dans la musique de jeux vidéo aussi. C'est un truc qui est vraiment subtil dans la musique, qu'on se rend pas compte, mais avec une oreille plus aiguisée, surtout avec des écouteurs, parce que dans ta voiture, tu l'entendras pas, mais avec des écouteurs, tu vas entendre un son qui va se déplacer de ton oreille gauche vers la droite. Exactement. On en reparlera un petit peu tantôt, mais là, je voulais juste vous dire, soyez attentifs à ça, si vous avez l'occasion, pour le reste de l'épisode. Et puis bon, je vais terminer, mais là c'est déjà long, là. Mais je vais terminer parce que je trouvais ça drôle, là, dans le jeu. Là, je parle surtout beaucoup des Toads parce qu'ils sont un petit peu plus... c'est plus l'univers de Battletoads là, dans lequel on est. Puis c'est leur technique, donc, ils ont des noms. Ça fait que dans le jeu, tu peux... tu as des coups de poing, des coups de pied, tu as une attaque quand tu cours, tu as une attaque quand tu es comme accroché sur le bord du tableau, des attaques quand tu es en moto. Bon, t'as tout. Puis ils ont tous des noms que je sais pas s'ils sont dans le jeu. Je pense que non. Là. Je sais pas comment tu peux les voir, les noms. Peut-être qu'ils sont dans le petit... Dans le qui guide, n'existe plus, là, le guide oui, qui venait avec le jeu. C'est ce que je me suis dit, exact. Fait que, il y en a full gros. C'est ça, dépendant de où est-ce qu'il y a été. Je n'ai juste pris une coupe que j'ai trouvé super drôle. Fait que je vais vous les lire. Donc, il y a Kiss My Fist. Ça, c'est les gros points, là, parce que leurs membres, ils grossissent quand ils fessent. Ils sont comme élastiques. T'as le Big Bad Foot. C'est ça. Le Nuclear Knuckles. C'est cool. Le Battletoad Butt. Okay. C'est ton headbutt. Là. En tout cas, vous vous en doutez. T'as le BT Bashing Ball. Il y a le Swinging... comment il disait ça? C'est parce que c'est des noms qui n'ont pas de bon sens. Swinging the 13, whatever that means. Okay. Le Bike and Bash, ça c'est quand tu es en moto. Puis probablement un de mes préférés, le Take Out the Trash, quand tu pitches les monstres. Il y en a d'autres, là, en tout cas. Ça m'a fait bien... Faut bien que quelqu'un pense à faire des noms pour... Personne va lire ça. Là, moi, je pense que c'est vraiment important dans un jeu. C'est vrai que pourquoi pas, là, effectivement. Je vais y arriver anyway, dans mon segment, mais il y a beaucoup de jeux que les personnages vont crier le nom de leur attaque. Puis ça rend ça encore plus drôle parce que qui fait ça dans un combat normal? Là? Ouais. Ben, ça aussi, je pense que ça a quelque chose en général d'assez japonais. Dans beaucoup de leur lore fantastique ou dans leur soit jeu de combat ou même dans des animés, là, mettons. Ouais, c'est un vraiment, classique de dire le nom de ton attaque. Là. Question que ton adversaire sache
sache qu'est-ce que tu vas faire, Oui. finalement. Ah, heureusement, j'ai lu le guide sur cette personne-là. Comme ça, je sais ce qu'il va faire. Puis, Le fameux guide qui venait avec la cassette. oui, c'est ça. C'était cool, ça, pareil, dans le temps qu'il y ait ça. C'était le fun, ouais. C'est comme triste qu'il n'y ait plus genre le petit truc papier. Puis, tu sais, ben moi, je l'ai pas vécu ça. Mais je pense que mon frère a dû le vivre. Puis, en général, mettons, les gens qui retournaient à la maison avec leurs parents dans le char, qui venaient de se faire acheter un jeu. Puis là, ouais. t'as comme 40 minutes de char, mettons, là, tu sais. Puis là, il faut... T'as juste le guide, genre le livret du jeu à lire, puis là, t'es full excité, tu sais. Moi, c'était à Noël, quand je recevais un jeu, mettons, quand je recevais des jeux de 64, vu que je pouvais pas jouer tout de suite, parce que c'est Noël, c'est Noël, il faut triper avec la famille, je lisais je me demandais, je peux-tu lire le guide? Puis là, ma mère puis mon père étaient juste enjoy. Là. Je lisais mon guide de GoldenEye, puis j'étais genre, wow, le DD4 Dostoevsky, ça va être cool comme gun! Hey, tu le lis 10 fois, là, puis j'ai tellement hâte de jouer à ce jeu-là. Ouais. Surtout que la moitié du guide, c'est des instructions vraiment plates, là, genre peser sur C pour strafer vers la gauche. Ouais, sûrement qu'on trouverait ça dole aujourd'hui. Mais il y a encore des jeux qui sortent en PDF, mais bon, personne le lit. Là. Fait que c'est ce qui conclut le fabuleux jeu Battletoads vs Double Dragon. Je vais aussi dire, parce que moi, je vais faire un erratum aussi du dernier épisode, que quand on a parlé de la toune de Baldur's Gate 3, j'ai même pas dit c'était quoi la toune, puis quand est-ce qu'elle jouait. Puis d'habitude, j'aime ça dire ça quand même. Bon, donc, pour la toune de Baldur's Gate, c'était le Lost Light Inn. C'était la toune de l'acte 2 du Inn. C'était épisode spécial de nuit. Il n'y a pas vraiment de musique particulière de nuit. Mais le Lost Light Inn, dans ce coin-là, il fait noir partout. Ça fait peur. Ça fait peur. Fait que c'est un petit peu ça. Et puis, pour ce qui est de la pièce d'aujourd'hui, de Battletoads contre Double Dragon, c'était le thème d'ouverture du menu. Toutes les tunes ont ce mood-là, mais je trouvais que le thème, il faisait vraiment ouverture de jeu, de beat 'em up des années 90. Très iconique. Très, ouais. Fait que c'est ça pour notre premier extrait. On peut y aller avec le deuxième. On entendait le thème de Captain America dans Ultimate Marvel vs Capcom 3. Puis justement, quand on parle de personnages qui crient leur attaque, moi j'ai écouté vraiment beaucoup de gens jouer en ligne. Puis Captain America, quand il fait une de ses attaques, il fait juste hurler Stars and Stripes. Puis des fois, ils font juste mâcher cette attaque-là souvent. Fait que t'entends Stars and Stripes, Stars and Stripes. C'est vraiment en tout cas, c'est un de mes jeux préférés à regarder. C'est aussi Captain America, fait qu'il faut bien que ce soit genre très américain. Très américain, ouais, exact. Donc un jeu qui a été publié et développé par Capcom, mais développé aussi par Hating en 2011. Donc la musique est par Hideyuki Fukasawa. Le compositeur de Street Fighter 4 et Street Fighter 5 aussi, nous y reviendrons, parce que dans ce segment, on va parler de plusieurs jeux. Il a aussi fait Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, un des nombreux jeux de Dragon Ball. D'ailleurs, on n'en parle pas aujourd'hui, mais des nombreux jeux de fighting game de Dragon Ball, il y en a vraiment beaucoup. Là. C'est quand même un univers qui se porte à ça. Là, exact. Puis surtout à l'époque, je pense, de la PlayStation, ils en ont sorti comme 10 sur cette console-là, puis qui étaient toutes similaires. Là. C'était la même affaire. Là. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment milqué cette franchise-là. Mais on parle pas de Dragon Ball. On en parlera peut-être un autre jour. Peut-être une autre fois. Donc c'est un jeu de combat crossover entre, vous l'avez deviné, Marvel et Capcom. C'est quoi l'histoire? C'est pas important. Mais je pense que c'est un truc avec deux méchants de Marvel puis Capcom qui se font un high-five puis qui décident de foutre la merde puis de fusionner les univers. En tout cas, les jeux de combat, j'ai vraiment la misère à m'accrocher à l'histoire. Mortal Kombat, c'est la seule série que je connais bien parce que les derniers, c'est très cinématique. Le storyline est vraiment le fun à suivre. Ouais, le lore est cool aussi de Mortal Kombat. Là, ouais. Puis aussi, c'est un peu notre jeu probablement
combats préférés avec Smash, à toi puis moi. Là. Ouais, ben du style, en tout cas, vraiment fighting game, là. Ouais. Mortal Kombat, clairement, ouais. Pas mal dans mon top aussi. Donc, ce qui est intéressant dans Ultimate Marvel vs Capcom, c'est qu'il y a beaucoup de reprises de thèmes. C'est récurrent pour tous les personnages. Il y avait des nouveaux personnages qui venaient de d'autres jeux. Eux ont eu des thèmes qui étaient affiliés à la musique de leur jeu à eux. Tandis qu'il y a des personnages de Marvel qui n'avaient pas de thème, juste spécifié que c'était le début, je pense. Même c'était avant l'univers cinématique de Marvel. Ben, ouais, sûrement. Fait qu'il n'y a ouais, absolument aucun thème de ces films-là. Ça n'existait pas encore, je pense. Ou du moins, ça commençait. Mais c'est tous des thèmes qui sont uniques. Le thème de Captain America, c'est le même depuis le premier jeu. Je l'ai noté ici. Il y a eu beaucoup de jeux de Marvel par Capcom. Donc, Marvel Super Heroes, Marvel Super Heroes versus Street Fighter et Marvel versus Street Fighter. C'est le même thème qui a été repris plusieurs fois, mais je me suis dit que j'allais prendre, selon moi, le plus style jeu de combat, parce que les autres, ça date de la PlayStation, ils sont très bons aussi. Mais lui qui était pas mal plus orchestral puis électro. Donc on parlait justement, tu parlais justement de remplir la pièce avec la musique. Ça, on a un bon exemple. Là. Donc la guitare, on a les orchestroïdes, on a tout le kit est là. Gros beat de drum. Gros beat de drum, ouais, c'est ça. T'as pas le temps de relaxer vraiment. Dans ce jeu-là, on a une grande variété de styles musicaux. Fait qu'on passe du électro, par exemple, le terme de Sea Viper, à des trucs, à des pièces qui ont une variété d'instruments différentes, comme plus traditionnels japonais, comme le thème de Amaterasu et le thème de Isienko, qui a des instruments traditionnels chinois. Mais c'est principalement ce qui revient souvent dans toutes les pièces de ce jeu-là, c'est les synths. C'est partout dans toutes les pièces pour garder un espèce de fil conducteur en toutes les chansons. La OST est très groovy. Moi, je la trouve très bonne. Moi, je sais quand je m'entraînais. Là, si on parle d'une époque lointaine. C'est de la bonne musique de Jim. C'est excellent. Ben toutes les musiques... presque tout ce dont on parle, c'est de la bonne musique de Jim. Training. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de callbacks à d'anciens thèmes de personnages, sans être une reprise. C'est comme un peu, on parle de leitmotiv souvent. C'est un peu ça. Mais des leitmotivs qui datent de d'autres jeux ou d'anciennes versions du même jeu. Parce que, comme je disais, il y a eu plusieurs combats entre Marvel et Capcom, ça a l'air. Donc, c'est ça. Donc, un autre exemple, c'est la pièce de Chun-Li qui est un copier-coller de sa pièce habituelle. Il y a un autre truc que je voulais dire qui était vraiment important. Je l'ai complètement oublié. Fait qu'on va passer à un segue vers Street Fighter V. Tu peux, vas-y, avec l'extrait surprise. Donc, on entendait là le thème de Chun-Li de Street Fighter V, qui est en fait aussi de Hideyuki Fukasawa, mais il est accompagné de plusieurs autres personnes. En fait, ils sont divisés la tâche parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Donc, il y avait aussi Keiki Kobayashi, Masahiro Aoki, Takatsuki Wakabayashi et Zack Zenyer. C'est mon bout de préféré de la liste. La pièce de Chun-Li, c'est Keiki Kobayashi qui l'a fait. Dans le fond, c'est ça ce que je voulais expliquer là-dedans, c'est que c'est un thème récurrent de reprendre des thèmes de personnages au travers des jeux. C'est un peu du fan service aussi, en quelque part. Les gens aiment ça, entendre la même pièce avec un petit remix, admettons. Je pense que le dernier Street Fighter, c'est exclusivement des nouveaux morceaux. Ils n'ont pas repris de vieux thèmes. Je me trompe possiblement, mais il me semble que j'ai écouté la tune de Ken. C'est pas la tune de Ken. La tune de Guile, je suis sûr que c'est une nouvelle tune. Ok, ah ouais. En plus, c'est des grosses tunes quand même. Assumer de changer de thème. Exactement, c'est la tune de Guile qui a été mimée à l'os. Ben aussi. Oui. Puis la dernière chose que je voulais parler pour venir à Marvel vs Capcom, c'est la musique est dynamique dans ce jeu-là. Dans le fond, quand le combat commence, la première pièce qui va jouer, c'est la pièce thème du personnage 1. Quand un personnage va décéder, mais il va être KO, là, parce que personne meurt là-dedans. Quand un personnage est KO, le personnage qui va le remplacer, parce que Marvel vs Capcom, c'est du 3v3, fait que tu choisis 3 personnages au début.
Là, tu peux assister tes personnages dans le combat. Mais quand un personnage est KO, il se fait remplacer par un autre personnage que tu as choisi. Là, c'est la pièce de ce personnage-là qui va commencer. Fait que dès que quelqu'un est KO, quelqu'un rentre dans le combat, ça tourne part. Puis ça va faire ça jusqu'à temps que tout le monde soit KO. Il y a aussi une autre option que tu peux mettre, que c'est musique dynamique selon le stage, donc dans le fond le tableau dans lequel tu te bats. Il y a 3 versions de la même chanson, puis à chaque fois qu'un personnage est KO, ça va aller à la version 2 puis la version 3. Évidemment, chaque pièce est de plus en plus dynamique et énervée. Ben donc, oui. j'avais des petits highlights là, si vous voulez aller écouter d'autres pièces de ce jeu-là. Le thème de Phoenix Wright en mode... c'est quoi, c'est Over... Non, je l'ai oublié. Il y a un mode... Parce que Phoenix Wright, sa gimmick, c'est un avocat. Les jeux de Ace Attorney, c'est Oui, oui, que le méchant, il a commis le crime. Puis il faut trouver des... aussi, c'est très mimé, là. Ouais. Il faut trouver des preuves. Puis quand tu as trouvé toutes les preuves, la chanson de Phoenix Wright, elle change. Parce qu'il est vraiment plus fort à ce moment-là. Très bonne pièce. Sinon, la pièce de Chris Redfield puis Amaterasu, c'est mes 3 préférés, à part le thème de Captain America, qui est très iconique et qui est le même depuis toujours. Donc c'est ça. Nice. Moi, je vais continuer dans le fighting game. Contrairement au beat 'em up dont je parlais au début, et vraiment des jeux de combat, souvent 1v1. Puis c'est l'autre, tu parlais de team de 3, parce que celui-là marche aussi de cette façon-là, je pense. Mais c'est nos 2 jeux proches. Je le pars, puis je vous en parle. OK. C'est toujours le même syndrome pour moi. Ça laisserait jouer, hein? Ouais, je le sais. Non, mais là, ça va. C'était vraiment juste ce drop-là, j'avais envie qu'il soit là. Moi, j'aime beaucoup l'orgue dans la pièce. Ouais. Ça fait changement. Il y a beaucoup d'étages, hein? Il y a des choses, quand on écoute, là, il y a beaucoup de choses que tu peux dire. Ah, il y a ça qui joue. Ah, il y a ça qui joue aussi. Tu sais, on parlait de saturation. Je vais parler probablement du jeu. C'est une pièce du jeu Capcom vs SNK2. Donc, un jeu de la compagnie Capcom, vous l'aurez deviné, de 2001. Le compositeur est Satoshi Ise. Et puis, je pense pas que je vais lire le lore de ça. C'est un jeu de combat, donc fighting game, comme on disait. Puis, avec beaucoup de personnages de Capcom. SNK, ça, c'est beaucoup moins connu. En fait, c'est moins connu parce que je suis allé lire un peu. Là, moi, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre. C'est quoi la série SNK ou peu importe. C'est une compagnie de jeux vidéo japonaise qui a fait, entre autres, la console Neo Geo. OK. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. C'est une des nombreuses consoles perdues dans les méandres de l'histoire des jeux vidéo au Japon. Puis, c'est ça. Ça fait que c'était un style SNES un peu, là. Puis, ils ont eu une série avec des personnages qui se battent, qui ont tous des noms japonais, que je pourrais pas te dire plus de détails que ça, là. On dirait mon père qui décrit un jeu de combat vraiment mal. Ils ont tous des noms japonais. Des noms japonais. Ouais, peut-être qu'il dirait japonais. Sûrement, même si c'est chinois, il dirait japonais. Moi, je faisais pour dire, même si c'est japonais, il dirait chinois. Mais... en tout cas, on devrait roaster nos parents. Êtes-vous chinois ou japonais? En tout cas, c'est ça. C'est un jeu de combat qui a été publié sur plusieurs consoles. En fait, comme beaucoup de jeux de combat, ça, on n'a pas parlé, mais la plupart, du moins de... Celle-là, c'est un jeu de 2001, mais donc début 2000 et avant, c'était des jeux d'arcade, beaucoup. Parce que c'est facile, cette formule de jeu-là, à adapter comme arcade. Souvent, c'est la première même plateforme sur laquelle ils vont sortir, c'est en arcade. C'est sorti sur Dreamcast, PS2, Xbox et GameCube.
moi, j'ai connu sur GameCube, Ouais. chez notre vieux chum Trudel dans le temps, Ben oui. dans son sous-sol, chez ses parents. On a joué beaucoup à ça. Puis, Sans comprendre comment ça marche. sans comprendre comment ça marche, parce que c'est compliqué. Il y a, bon, mettons, dans le gameplay, bon, c'est un jeu de combat, pas besoin de s'attarder trop là-dessus, mais mettons dans les détails, déjà, il y a 48 personnages. Chaque personnage a plusieurs, ils appellent ça des grooves là-dedans, mais c'est comme des stances un peu où ils peuvent changer de groove et avoir un différent set d'attaques, là, tu sais. Ça fait que ça rend ça, ouais, avant de maîtriser le jeu, c'est vraiment long. Puis avec des special attaques, quand tu montes ta barre après avoir assez attaqué, puis tout, puis qui va changer selon ton groove, là. Fait que c'est assez complet quand même, assez profond là, pour un fighting game, là, du moins. Souvent, les fighting games de surface, c'est comme mâcher des boutons. Être vraiment bon, c'est un autre plafond Exactement. très, très Ben oui, inatteignable ben oui. pour le commun des Ouais, ouais, mortels. ouais. Là. Ben, mettons, c'est pas tout à fait le même style de fighting game, mais Super Smash, c'est un bon exemple. Eh là, ouais, tu sais. ouais, c'est ça. Les tournois encore à ce jour de Melee. là, tu Tu sais. peux jouer à Smash Melee, avoir du Ben plaisir oui, avec ben tes oui, amis, ben oui. puis après ça, tu tombes sur la personne qui joue Fox. Ouais, ou la personne, tu penses que t'es bon, puis là, tu tombes sur la personne qui a déjà fait des tournois, puis t'es Ah, comme, ouais. OK, je suis vraiment pas bon à ce jeu-là. en Alors fait. là, on a tous les deux vécu ce Ben oui, moment-là. ouais. Là. Plus qu'une fois, à part Ah de ouais, ça. plus qu'une fois. Fait que c'est ça. Ah oui, la toune. Je me suis même pas noté le nom de la toune, mais tu sais, c'est le nom d'un tableau. Nebuta, Aomori Stage. C'est pas le tableau que c'est comme un peu une fête. C'est genre une fête, là. Puis bon, Ouais. pour ce qui est de cette soundtrack-là en particulier, tu sais, on entend un petit peu le concept. Bon, c'est assez. Évidemment, c'est une Ouais. fête dans le sens. Il faut que ce soit upbeat, il faut que ce soit dynamique comme Il y a tune, des c'est un messieurs jeu qui de crient combat. Wouh! Il y a les fameux, c'est ça, les cris. Puis il me semble, c'est ça que je cherchais tantôt. En tout cas, il me semble qu'ils appellent ça les cris de Yojimbo. Ok. Tu sais, les yo, ça c'est très Ah, japonais. tu l'as tu sais. vraiment mieux que moi. Moi, c'est pas très Ben, bon. il y a ça dans beaucoup de jeux dans lesquels il y a c'est ça, il y a du lore japonais, tu sais. Puis je vais avoir dit beaucoup le mot lore puis japonais aujourd'hui. Puis c'est ça, ça fait avec des instruments un peu plus traditionnels. Là, je n'étais pas certain d'instruments parce que c'est une banque de son de toute façon, mais peut-être du koto. Je pense pas que ce soit du shamisen, ça n'a pas de façon là. En tout cas, de ma grande connaissance des instruments traditionnels japonais. C'est dur à dire quand c'est des samples. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup des mélodies qui font des cordes, mais très midi, là, mais des genres de strings, là, dans le fond, là, des ensembles de cordes qui vont faire les petites bouts de mélodie avec le petit orgue, comme tu disais. En tout cas, c'est chargé. Tu sais. J'ai écouté ça, parce que je me rappelle cette tune-là en particulier. Ouais. Elle m'a comme marqué du jeu à l'époque, quand on jouait quand j'étais petit. Mais donc, je m'en rappelais un peu, puis en la réécoutant, toutes les fois que je la réécoutais, j'entendais un nouveau layer de ce qu'il jouait. Tu sais. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense que c'est commun dans toutes les tunes de C'est jeux de ça. combat. Exactement. Fait que, puis celle-là, bon, c'est ça. Ça se fait beaucoup plus sur la connotation du traditionnel japonais, autant dans la musique, puis, tu sais, beaucoup des personnages aussi ben, Capcom, il y en a un peu, mais SNK, c'est tous des personnages, je pense que c'est plus traditionnel japonais, là, tu sais. Mais Street Fighter, ben Capcom, c'est principalement Street Fighter Oui, dans le oui. jeu-là. On dit Capcom, C'est- mais c'est tous les bonhommes de Street Fighter, Faut pas pas, mal. faut pas oublier qu'à la base, Street Fighter, chaque personnage naît d'un pays différent. Là, dans le Oui, premier, c'est vrai. là. Guile, le gars le plus américain de la Oui. Terre. Genre, moi, j'aime voir, des fois, je vois des photos, genre de comme, genre, comment les Japonais dans un vidéogame te voient, puis c'est genre quelqu'un qui a l'air de Guile à toutes les fois. C'est genre un gros Américain qui a juste l'air de Guile. Aïe, aïe. Des genres de tu sais, général d'armée des films des années 80. Ouais, C'est un puis peu, qui là. se coiffent entre les combats pour Oui, avoir qui se une coiffe pour belle avoir coupe une de belle buzz cut, genre, là, en tout cas. cheveux. Ouais. Fait que, ben, c'était pas mal ça pour mon deuxième. Capcom vs SNK2, comme le gars il disait. Tu vas te trouver des contrats de narrateur pour ces jeux-là. Là. Je vais te choquer sûrement. là. En plus, ça, c'en était un autre que, plus je me suis pas noté ce qu'il disait, mais tu sais, on parlait un petit peu dans Soul Calibur, quand Oui. les phrases de début de combat, dépendant du stage puis tout. Mais il y avait un peu ça dans le menu. C'était un gars qui parlait, genre, parce que bon, encore une fois, je m'en sers du lore, là, je me le suis noté, mais c'est super dull. Mais il appelle ça le Mark of the Millennium 2001. Ok. Tu sais, c'était genre, il y a eu le Millennium Fight 2000.
Puis là, c'est Mark of the Millennium, en tout cas. Les annonceurs, c'est vraiment important dans ces C'est jeux-là ça. aussi. C'est comme, ça fait partie un petit peu de la game. Ce qui est le fun, tu sais, quand tu ouvres ça. Puis dans Melee, c'est pareil, hein. Juste le nom de l'annonceur qui dit le nom des bonhommes, qui dit le style de jeu. Ça te met dans le mood, tu sais, pour te battre, là. C'est juste, je pense, Mortal Kombat en a pas. Mais avec les nouveaux, c'est vraiment les interactions entre les deux personnages au début. Il y en a quand tu choisis un bonhomme, t'as un gars qui Oui, dit c'est son vrai, nom. t'as un gars qui a une grosse voix super grave qui dit Eh oui, lui. J'allais oublier. Ouais, en tout cas. C'est vrai, il est partout. Il est partout, dans le fond. Là, il dit c'est Shao Kahn. En fait, c'est vrai, C'est dans Shao le lore, c'est Shao Kahn, Kahn. c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Il parle, il me dit quoi faire. Après ça, c'est pour nous donner des coups de mold dans la face. C'est ça. Monsieur l'agent, c'est Shao Kahn qui me parle. C'est ça. Vous l'entendez pas? Il dit vol à l'épicerie. Ok, part le prochain extrait. Flawless Victory. Je suis en train de faire un pitch. Je la laisserai au complet. Ah, tu arrêtes, là. Oui, c'est 40 secondes. Moi, des fois, je vois quasiment à une minute. Ah là, ouais, pour ok, attendre le bon drop. Là. Moi, je le vois pas, ça. Ouais, moi, je le vois. Mais c'est pas grave, j'aime ça. On écoute Holy Orders, Be Just or Be Dead du jeu Guilty Gear X2, qui a été développé par Arc System Works et publié par Sammy Studios en 2002. Moi, je pensais que c'était plus récent que ça. La musique est par Daisuke Ishiwatari et Koichi Seiyama. De Daisuke qui a fait toute la musique de Guilty Gear et BlazBlue. Il y a d'ailleurs un crossover entre Guilty Gear et BlazBlue. BlazBlue est un jeu que j'ai très peu joué, qui était excessivement compliqué. J'ai jamais joué à aucun de ces jeux-là. Guilty Gear, j'ai jamais joué non plus. Okay. C'est juste la musique hier, quand on en parlait, que je te disais, j'avais déjà entendu cette chanson-là. Mais j'allais écouter plein d'autres, puis c'est tout très rock / metal. Ouais. D'ailleurs, Daisuke est un guitariste à la grande. Hein? Ouais, bizarre. Un grand fan de Guns N' Roses aussi, semble-t-il. C'est pas une surprise, c'est aussi un grand fan de metal. Il disait il s'est inspiré beaucoup de bands comme X-Japan et Outrage. D'ailleurs, Outrage a fait certaines pièces dans des jeux. Parce que dans les plus récents, il y a même des paroles sur les chansons. Ah ouais? C'est gros, là. Les derniers jeux de Guilty Gear ont toutes des versions avec paroles. Et chanté en anglais et sûrement en japonais, je pourrais pas dire. Aussi, un petit fun fact, la version coréenne du premier Guilty Gear n'a pas la même soundtrack. La raison, je pense que c'était parce qu'il y avait peur de pas accrocher le public coréen. Puis, il y a beaucoup de gens qui disent aussi que la soundtrack de la version coréenne du premier jeu est excessivement bonne. Pas meilleure, parce que c'est vraiment différent. Okay. Mais est très bonne. C'est vraiment bizarre. C'est le même jeu, mais c'est juste les chansons changent. Genre, à ce moment-là, le power metal, c'était peut-être quelque chose qui était vraiment pas du tout autant dans la subculture coréenne. Tu vois l'influence X-Japan là-dedans. Ouais, tu me dis ça. Ben, nous autres, on jokait avec Rhapsody. Ben oui, mais effectivement, X-Japan, c'est le gros band de power metal japonais. Ouais, je pense que c'est le plus gros. Le plus connu dans le monde, sans doute. Ouais. Moi, je me rappelle de Shadow Warrior. C'est genre un de mes amis qui m'avait montré ça. C'est un band de power metal de ninja. C'est hot. C'était bon, là. Nice. C'était catchy, là. C'est ça qui est. Moi, j'aime en tout cas dans le power metal, surtout, là. C'est ces genres de passes-là, un peu cheesy. Ben oui. Il y a aussi l'inspiration de Metallica, de Slayer, de Megadeth et Anthrax qu'on entend clairement en écoutant ça. Je vais référer à un petit vidéo YouTube. C'est la chaîne de Earthbox TV. Il a fait je l'ai pas écouté dans son entièreté. Je l'écoutais tantôt en skippant des bouts parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Il a fait un vidéo sur YouTube de 30 minutes sur toutes les références musicales dans Guilty Gear parce que il y en a partout dans le jeu. Là. Puis par référence musicale, j'ai quelques exemples.
Il y a des références de titres de chansons dans Guilty Gear Strive. Dans le fond, toutes les... excusez-moi l'anglicisme, mais toutes les floors dans les lobbies multijoueurs ont des noms de tunes ou de bands. Genre, le premier niveau, c'est System of a Down. Le 5e, c'est Still of the Night. C'est une chanson de Whitesnake. Le 7e, c'est Raining Blood, que tout le monde doit connaître. Sûrement. Ben, tout le monde. Que vous devez connaître, je pense que c'est Slayer. Il me semble que c'est Slayer. Je connais pas assez mon métal pour ça, je te dis. Ben écoute, moi je suis techniquement supposé le connaître, puis j'ai un. Non, c'est Slayer, là. Au pire, je serais un erratum comme d'habitude. Ouais. On est là pour ça. Puis aussi dans Guilty Gear DOA, il y a des références à la chanson Kiss of Death de Back for the Attack, ou le contraire, parce que les noms de chansons et les bands de métal s'interchangent très bien. Là. Genre, en général. Ouais, c'est vrai que. Puis je voulais en fait revenir à ce que tu parlais plus tôt. Qu'est-ce qui fait une bonne bande sonore de jeu de combat? Oui. Puis tu as déjà mentionné le fait qu'il y a de la saturation dans la musique, parce qu'on veut constamment entendre. En fait, tu t'attardes tellement pas à la musique dans ces jeux-là, tu es tellement concentré à ce que tu fais, dans le fond. Ben, tu t'attardes pas, mais s'il était pas là, ce serait bizarre. Ça serait vraiment vide. Ouais. C'est ça. Imagine, tu prends le dernier épisode, tu peux mettre la musique du dernier épisode dans des jeux de combat, tu serais un peu slow-mo. Là. Oui, ça serait weird en maudit. Un autre truc que j'ai vu, j'en ai déjà parlé avec la musique dynamique de Ultimate Marvel vs. Capcom, c'est beaucoup de variations dans la musique. Puis on le voit aussi dans Street Fighter 2. Quand tu es à comme un certain pourcentage de ta vie, le tempo de la musique va changer, va accélérer. Puis plus précisément, dans Street Fighter, je pense 4 ou 5, il y a plusieurs... À la place d'accélérer le tempo, parce qu'ils ont du budget pour payer des musiciens maintenant, c'est des variations musicales du même thème. Donc, quand tu es à 10% de ta vie, quand ton super est prêt, quand les deux, vous avez votre super, c'est pas la même chose. C'est des tunes qui vont changer un peu dans le combat. Sinon, j'ai marqué peu de subtilité musicale. Je me comprends pas moi-même. Ben, ok, je comprends ce que je veux dire. C'est que, tu sais, quand on l'écoute, mettons, en ce moment, on peut entendre les petits détails, mais en tant que tel, il y en a. Ça va pas aller dans la flanelle. Là, genre, ça va pas être dans la dentelle. Ça va pas aller dans la flanelle. Dans la dentelle. Ça va pas aller dans le détail musical, si on veut. Puis sinon, j'ai marqué tout ça, c'est une évidence. Beaucoup de musique upbeat. On veut pas s'endormir en jouant à notre jeu. On veut que ça groove. Puis on l'a déjà mentionné, orchestré, guitare et brass, omniprésent dans ces styles musicaux-là. Fait que c'est tout pour Holy Orders. Nice. Du bon power metal, hey. C'est assez bon, là. Ben oui. Bon. Fait que là, on arrive à chacun nos derniers extraits, déjà. Ah ouais, déjà. Là, si vous avez compris notre pattern, vous avez compris que souvent, on se garde nos petits bonbons pour la fin, pour le dessert. Fait que... attends un petit peu, je vous mets ça, là, évidemment. Je finis de le chercher. Je passe ça. All right. Yes. On parlait d'orchestre hit, là. Oui, j'ai failli vous le dire avant, mais ben, je pense que tout le monde peut remarquer, ce qu'on veut dire par beaucoup d'orchestres hit. C'est sûr, bien sûr, ils sont tous différents. Hein? Ça fait eux sont très, très... je pense que je reconnaîtrais ce orchestre hit parmi 1000 là, de celui de ce jeu qui est Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Turtles in Time, un très bon de cette série, un beat'em up, encore une fois, qui, je fasse attention, je parle très fort, proche de mon micro, hein, je pense que ça pique pas trop. Puis, donc c'est ça, c'est un beat'em up, que là j'ai dit Super Nintendo, mais en fait, comme beaucoup de beat'em up, c'est sorti sur arcade en premier. Ça make sense, parce que les beat'em up sortaient souvent en arcade. Ben oui, parce que ça marche bien, parce que t'as t'as de l'argent, mettons, là, tu mets des vraies pièces de monnaie, là, des crédits pour avoir plus de vie. Là, tu peux aller voir ta mère. Maman, je sais avoir une pièce pour jouer au Tortue Ninja. J'arrête pas de mourir à Turtles in Time. Oh, si je fais de rap. Déjà, si tu te rends à Shredder et c'est le tu meurs, c'est pas pire. Ah, ok. C'est comme à la fin du jeu, ça.
Fait c'est ça. Donc, évidemment, c'est dans l'univers des Tortues Ninja. Le lore en particulier du jeu, pourquoi c'est Turtles in Time, c'est que, bon, évidemment, il y a Krang, le méchant cerveau alien, qui atterrit avec son Technodrome, son genre d'étoile de la mort, là, son vaisseau géant, qui veut conquérir la planète Terre. Et puis Shredder qui s'est comme allié avec lui, qui hijack le Channel 5 avec April O'Neil. Oh non! Oui, pour provoquer les Tortues Ninja, ses ennemis jurés. Puis là, bon, tu vas, je pense que c'est le deuxième tableau, tu vas dans le Technodrome, puis là, Krang, il envoie les Tortues Ninja dans le temps. Fait que là, tu vas à la préhistoire, puis là, tu te bats contre plein de monde qui sont tous des genres de mutants aussi, parce que les méchants sont tous là. Il y a Bebop et Rocksteady. Ok, parfait. Ça va à ma question. T'es-tu plus Bebop ou Rocksteady? Et ça, c'est pas évident. Je pense que je suis plus Bebop. Ça, c'est celui avec des lunettes. Ça, c'est le cochon avec des lunettes. Avec des lunettes vraiment flyées. Ouais. Je te dirais que les lunettes, ils sont pour beaucoup. Aussi, le genre de le mohawk teint en mauve. Là. Ouais. Ça aussi, j'haïs vraiment pas ça. Moi, j'aime bien Rocksteady parce que les deux sont un peu épais. Là. Oui, ben oui. J'aime bien Rocksteady. Là, oui, les deux sont cool. Sa seule strat, c'est foncer dans le monde. Ouais, c'est un rhinocéros. Ouais. En plus, c'est drôle parce que je souriais vraiment comme un gros nono pendant que tu comptais ça. Parce que j'ai tellement des bons souvenirs de ce jeu. Ben oui, non, vraiment beaucoup. Puis c'est tout le pizza time, pogner des pizzas pour genre faire un tourbillon, puis c'est comme ton spécial. Ouais. C'est un super bon jeu. Puis on parlait tantôt de jouer à... C'était Shredder's Revenge. Shredder's Revenge. Puis en fait, Shredder's Revenge a été fait vraiment dans le style de Turtles in Time. Là, puis une gang d'amis dans le salon, une petite soirée où tout le monde a du fun. Tu pars un jeu à 4 qui est dynamique. Puis tu passes une belle soirée. Là, ça, c'était l'âge d'or du couch gaming. Ouais. Ben, puis ça, c'est quand c'est sorti au SNES, parce que sinon, c'était à l'arcade. Fait que ça, j'imagine à l'arcade, je sais pas si tu pouvais jouer 4, mais... Sûrement à 2 au moins. À 2, là, du moins. Là, fait que c'est sûr, c'était cool. Puis d'ailleurs, en checkant la soundtrack sur YouTube, c'est l'image de la cassette de SNES. Puis c'est écrit sur l'image, tiré du vieux jeu d'arcade, plus besoin de crédit. Maintenant, c'est juste des vies, je pense. Ou ben donc, t'as peut-être infini. Je pense que c'est des vies, là. Plus besoin de quitter ta mère pour des dollars. C'est ça. Fait que, c'était pas mal ça. Donc, j'ai pas dit. Ouais, donc, c'est un jeu de la compagnie Konami qui a été publié en 91. Compositeur est Harumi Ueko. En fait, non, c'est ça. Bonne chose. En fait, le compositeur de la musique qui était pour la version arcade, c'est Matsuhiko Izumi. Puis après ça, ça a été adapté en version Super Nintendo, mais j'ai pas écouté la version arcade, ça c'est vraiment Super Nintendo. J'ai l'impression que la chip est chip juste de pas son pareil. est juste pas pareil. C'est ça, mais c'est en gros la même musique. Je me tenterais à dire meilleur pour la chip d'arcade que la chip de la SNES. OK. Parce que les arcades, c'était quand même plus performant qu'une console. Là. C'était fait pour un Ben jeu. oui. Fait que tu pouvais adapter la chip probablement au jeu. Ouais, et là, je m'en veux de pas avoir écouté ça. Je lance ça dans l'univers. Je dis pas ça en connaissance de cause. Non, je vais aller écouter ça tantôt. Ok, on fera un épisode secret. Ouais, un épisode secret, c'est ça. Un épisode de genre 20 minutes. Mais c'est ça. Donc, lui qui avait fait la musique pour arcade, qui a été adapté au SNES par Harumi Ueko et Kazuhiko Uetara. Uetara. Bon, lire des noms japonais avec mon écriture. Tu sais, toi, t'as de la misère avec des noms japonais. Moi, j'ai de la misère avec le français dans l'intro. C'est correct. Moi aussi quand même. Je pense que j'ai beaucoup de misère des fois avec mon écriture quand j'écris trop vite. Là, après ça, je sais, ouais, je voulais dire. Fait que c'est ça, c'est un jeu que tu choisis. Tu as le choix entre les 4 Tortues Ninja, bien sûr. Tu as évidemment. Ben, en tout cas, je sais pas. C'est quoi ta tortue, toi, d'ailleurs? Ah bon, ça c'est vraiment une bonne question. Ouais. J'aime bien. C'est quoi, Donatello avec le staff? C'est ouais. le nerd. C'est le nerd, bien, oui. Ouais. Lui qui dit. Dans la chanson, dans le thème, là, il dit. Sa line, c'est Donatello does machine. Ouais. J'aime aussi parce qu'il y a un staff, puis je me suis battu à la lance quand je faisais l'escrime médiéval longtemps. Ben oui. J'adore les armes qui ont de la portée. Ben ouais. Ça fait que, ouais.
Bon choix. Moi, j'ai toujours été très Michelangelo. Pas tant pour les nunchaku. Un nice dude. Sa phrase, c'est Michelangelo is a party dude. Party dude. Ouais. Comme quand on jouait à Shredder's Revenge, Ben oui. il faisait juste tenter de faire Party dude. Ben oui, c'est cool, là. C'est un party dude. Dans la vieille série, j'ai déjà écouté, parce que le jeu est basé sur la série animée de 87, si je me trompe pas. OK. Puis, qui était là que vraiment, ça comme l'essor des Tortues Ninja. Puis, c'est une version de 15 minutes, by the way. Ah, ben c'est correct, ça. Puis, ben, tu sais, évidemment, c'est là que la personnalité de chacune des tortues se définit pas mal. Puis, Michelangelo, il a genre une voix de surfer, de party californien, là, genre qui est comme... Puis clairement, c'est genre un fumeur de batte aussi, là, genre Ouais. C'est comme, il fait des jokes avec ça, là, maintenant, il dit genre... il fait une référence au A Case of the Midnight Munchies, là, genre, puis, ce gars-là fume c'est bien du drôle. weed. Party dude! Puis c'est ça. Attends, je voulais dire une autre chose à propos du jeu et je pense que j'ai oublié. Ah oui. C'est, on parle souvent de leitmotiv, n'est-ce pas? Oui. Puis bon, ici, on n'a pas le thème des Tortues Ninja. Pour le thème des Tortues Ninja, ben, c'est le Teenage Mutant Ninja, celle-là, là, qui était le thème de la série animée de 87, justement. Puis dans ce jeu-là, tu as une couple de versions, du moins, qui est littéralement le thème. Tu as un des tableaux où c'est pas mal le thème, qui est un petit peu arrangé. Mais ce qui est intéressant, c'est, par exemple, dans cette tune-là, c'est assez vrai aussi, mais dans beaucoup d'autres, il n'y a pas le thème qui est littéralement joué. C'est pas le leitmotiv qui est là directement, mais harmoniquement, les accords sont souvent très proches ou les mêmes. OK. Ça fait que c'est pas le même thème. La mélodie sera pas la même chose, mais on dirait que vu que les accords se ressemblent puis vont dans la même direction, l'oreille, elle pense, est comme, ben oui, c'est le Tortue Ninja, ça. Ouais. T'sais. Fait que ça vient rappeler ça, puis là, en même temps, il en profite pour shredder par-dessus les mélodies et de toutes sortes de choses. Puis, en tout cas, c'est ça. Je trouve que c'est somme toute une belle job, parce que cette tune-là, de ce que vous entendez depuis tantôt, c'est ça, ça marche. Si tu mettais les mêmes accords et tu ferais juste jouer la mélodie, ça fonctionnerait. Ça donne le feeling que ça fit dans l'univers musical des Tortues Ninja. Exactement. Quand c'est juste des tunes originales. Puis comme tu disais, je pense que c'est Big Apple que c'est le thème des Tortues Ninja. Big Apple, 3AM. Ouais, c'est la seule fois que tu l'entends, tu oui, le disais aussi. je pense littéralement le thème, oui. Si je me souviens bien. Puis, c'est ça. Puis, évidemment, encore une fois, dans niveau instrumental, hein, ben, vous avez bien compris, beaucoup de percussions, full bass, des orchestra hits à ne plus finir. Il y en a tellement, là. À ne plus finir. Comme que je te disais hier à propos de cette musique-là, c'est comme... Tu sais, un enfant qui joue sur un keyboard, là, ben, on dirait qu'il vient de découvrir c'est quoi un orchestra hit, il en met partout. Là. Mais c'est l'équivalent de genre ton ami qui fait son propre pain sur Facebook puis qui en parle tout le temps, mais lui c'est genre tu dis orchestra hit, c'est pas. En même temps, il aimait bien ces orchestra hits. Ouais. On aime ça. On aime ça. Fait que, bon, je vais l'arrêter parce que c'était pas mal ça pour notre demi-heure. C'est pas le problème, c'est pas que c'est une demi-heure la même tune, c'est que c'est fini le segment, faut passer à autre chose. Oui, c'est ça. Ben, puis aussi, en plus, t'auras remarqué que je l'ai mis moins longtemps parce que après, le loop, il est pas long. La tune, il est moins d'une minute, je pense. Là. Ça, c'est une affaire que j'ai oublié de dire. Souvent, dans les musiques de jeux de combat et beat 'em up, les loops sont vraiment plus rapides. C'est pas long. Pour que ça revienne puis que ça garde le momentum. Ben oui, je comprends. Très cool. Fait que tu veux continuer avec ton dernier essai? Ben vas-y, il en reste juste un. Allons-y. Il n'en reste qu'un. Je mets ça tout de suite.
veux pas que ça arrête. Parce qu'il y avait tout le temps de quoi qui arrivait après, puis j'étais genre, je peux pas l'arrêter là, je peux pas l'arrêter. Mais non, je moi, ça, c'est 40 secondes. Je suis en train de pogner ta maladie. Non. On a du jeu, là. Ben, ça serait pas un spécial coup de poing si on parlait pas du jeu Streets of Rage 2, qui est un jeu développé et publié par Sega. La musique est par Yuzo Koshiro. Il y a aussi 3 contributions de la part de Motohiro Kawashima. Yuzo Koshiro, c'est le compositeur de toutes les Streets of Rage. De ActRaiser, un jeu que moi j'avais joué beaucoup dans le temps. Et Shenmue 2 sur la Dreamcast. Si vous savez pas c'est quoi, je vous recommande d'aller voir des vidéos. C'est quand même funny comme jeu. C'est un jeu Dreamcast que personne n'a joué. Donc, c'est sorti en 1992. Puis c'est là un peu la surprise parce que quand on entend ça, on a l'impression que c'est vraiment plus récent. Moi, j'aurais dit début 2000. Genre. Ouais, moi, j'aurais dit late 90, fin des consoles 16 bits. Genre. Ouais. Mais non, c'est en 92. Ça, c'est comme 4 ans après la sortie de la Genesis. Yuzo Koshiro, qui est un génie pour ce qui est de la composition de musique de jeu. Probablement, souvent qualifié de la meilleure bande sonore du Sega Genesis. Discutable, on a tous des goûts différents. Moi, je trouve, c'est ça, très subjectif. Je trouve que c'est dans le top. On parle aussi du Sonic 2 là-dedans. Il y a beaucoup de mon bon vieux hérisson bleu. Là. Oui. Il y a beaucoup des bonnes chansons, des bonnes tunes en bon québécois. L'histoire, t'es-tu prêt? Je suis prêt. Un an après avoir pété Monsieur X, Adam Hunter se fait kidnapper. C'est un des 3 personnages du 1. OK. C'est 2, ouais. Axel, Blaze, Eddie Skate, le frère de Adam Hunter. Et là, c'est le personnage que j'avais vraiment hâte de dire son nom, Max Thunder. Ils vont chercher Adam Hunter, puis ils vont péter une ville au complet pour trouver ce gars-là. C'est un peu ça l'histoire. Après ça, c'est coup de poing sur coup de poing jusqu'à la fin du jeu. Donc, Koshiro, ce que je trouve qui est vraiment le plus impressionnant, c'est qu'il a utilisé son propre langage de programmation pour la musique de Streets of Rage 1, 2 et les autres, qu'il appelait le Music Macro Language. Le Nerd Alert, s'il y a un truc que je connais un peu, c'est la programmation. Originalement, on utilisait beaucoup le langage BASIC à l'époque, ou BASIC, si vous voulez le dire un peu à l'anglophone. Mais lui, il a utilisé le BASIC en premier, puis après ça, c'est devenu tranquillement de l'assembleur. L'assembleur, c'est un langage très, très de base pour une machine, là, pour un ordinateur. Moi, j'ai coulé ce cours-là 2 fois. Puis tu sais, je performais à l'école, point de vue programmation, là, je me flatte dans le sens du poil, mais assembleur, c'est vraiment dur parce que c'est de l'hexadécimal, c'est juste des chiffres puis des lettres, puis comment tu fais pour programmer ça? Je ne comprends pas qu'on a utilisé ça aussi longtemps et encore à ce jour, on utilise l'assembleur. Lui, il a fait un langage de programmation pour de la musique en assembleur. Il est complètement fou. Ça a été beaucoup influé par la musique électro, évidemment, et le dance, particulièrement le house et le funk. C'est les grosses inspirations pour toute la bande sonore de Streets of Rage. Il y a Koshiro qui a essayé d'imiter les sons de certains synthétiseurs. La chip du Sega était pas assez performante pour ça. Il a essayé d'imiter, en fait, Roland. Moi, je suis Team Roland côté synthétiseur. Ouais. J'étais Korg avant, mais maintenant, là, je suis Team Roland. J'adore ceux-là. Il a essayé d'imiter, en fait, je n'irai pas dans les détails techniques, mais c'est des sons pour les beats puis pour les synths, dans le fond. Qui a réussi. Le procédé qu'il a utilisé s'appelle la synthèse FM. Encore une fois, un petit nerd alert, mais je vais bien vous l'expliquer. Je pense que je vais le vulgariser plutôt bien. Dans le fond, la synthèse FM, c'est on essaie d'appliquer un vibrato sur un son pour le modifier. Mais là, qu'est-ce qu'un vibrato? C'est sûr qu'avec un peu de connaissance musicale, c'est obvious, mais moi, je pense à les gens qui, justement, n'ont pas joué de musique dans leur vie. Ben oui. Souvent, je définirais ça comme ton oncle, quand il chante bien chaud à Noël, puis il veut lever une note, il va tout le temps la faire en vibrato. Là. Minuit chrétien. Minuit chrétien, classique. Ouais. Aïe, minuit chrétien. Ouais, le monsieur qui le chantait, d'où je viens, là, lui, il avait le vibrato dans le tapis. Ouais. Dans le fond, un vibrato, c'est, puis Pitch va pouvoir compléter avec moi, c'est un changement régulier de la hauteur de la note. Quand un vibrato est rapide, on n'entend plus le changement, mais on a l'impression qu'il y a un changement de timbre. Mm-hmm. Donc, c'était l'effet escompté. Fait qu'en faisant des vibratos avec les sons de la Genesis, Yuzo Koshiro réussit à atteindre des niveaux sonores vraiment différents
de ce que la Genesis pouvait faire. Oui, oui. Ben, je vais continuer un petit peu là-dessus. Le vibrato, beaucoup comme tu disais, le changement de la hauteur de la note, c'est très vrai pour les chanteurs. Entre autres, c'est comme une technique, par exemple, ce qui est le chant classique dans l'opéra, c'est connu comme ayant des très grands vibratos. Je pense que c'est aussi en même temps, un procédé pour faire vivre la note au lieu qu'elle soit vraiment comme plate. Et aussi, c'est peut-être plus facile pour la justesse pour beaucoup de gens parce que vu que ça change un peu, ben, l'oreille, elle entend la note juste, mettons, mais dans le fond, tu oscilles un peu autour. Tu as aussi des vibratos que ça c'est peut-être plus pour des instruments à vent, par exemple les cuivres. Là, je sais que c'est une des techniques de vibrato qui n'est pas au niveau de la hauteur de la note, mais peut-être de l'intensité de la note. Un vibrato d'intensité Fait que là, tu fais juste changer ton débit d'air, dans le fond, en jouant. Puis là, ça va changer, non pas la hauteur de la note, mais c'est ça. Tu vas entendre une intensité, faire du yo-yo un peu, juste un petit peu pour donner justement l'intérêt du vibrato qui est, dans ce cas-là, de donner de la vie. Là, ouais, exact. Ouais. Parce que c'est vraiment, vraiment dur de tenir une note. Oui, ben oui, vraiment, oui. vraiment Exact. dur. C'est très difficile. Fait que c'est la fin de ma parenthèse. Ben, dans le fond, la pièce l'extrait qu'on vient d'entendre, j'ai oublié de dire son nom, c'est Go Straight. C'est la tune du premier tableau, il me semble. Qui est, on parlait de panning, donc de panoramique tantôt. Cette pièce-là, la panoramique entre les haut-parleurs gauche et droite de la Genesis pour donner une impression pour que la mélodie avance, comme ça, tout le temps en mouvement dans tes oreilles, fait que go straight, avance en même temps. Gauche-droite, gauche-droite. Ouais, gauche-droite, comme tes pas, exactement. Ouais. Pitch, wow. Puis aussi, je vous recommande encore une fois une autre vidéo. Le bon vieux Charles Cornell. Ah oui, qu'on a déjà parlé. Il y a une vidéo complète sur Streets of Rage 2 qui parle de la résolution des accords. Je ne vais pas m'avancer dans ce sujet-là. Je vous recommande d'aller voir la vidéo. Il va être dans la playlist YouTube. D'autres bangers de ce jeu-là. On a In the Bar. On a aussi Mad Max, la tune que j'ai hésité à mettre. Puis l'autre, c'est... Oh mon Dieu, que j'écris tellement mal. Il y a funk dans le nom. Parfait. Tout ça va se trouver dans la playlist YouTube. D'ailleurs, je crois que c'est un bon segue pour vous parler de nos fameux réseaux sociaux. Et, oui. Parce qu'à chaque semaine, quand on enregistre un épisode, on fait aussi une playlist YouTube qui est disponible à partir de notre Linktree pour l'écouter parce que je l'ai mis en private sur mon YouTube pour des raisons très évidentes. On a plein de façons de nous rejoindre. On a Hey Pidge, c'est un test. Quelles sont les façons de nous rejoindre? Eh bien, premièrement, pour ceux d'entre vous qui sont plus à l'aise avec ça, on a une adresse Gmail, donc qui est le altf4podcastqc@gmail.com, c'est bien cela? Oui, ça c'est un point. Ça, c'est un point. On a une page Facebook dans laquelle on met pas beaucoup de choses, mais on met les liens vers nos épisodes et vers nos playlists. Vous pouvez voir mes terribles talents de créateur d'images. Exactement. On a ça. On a notre page Instagram aussi. Ah oui. Dans lequel on met la même chose. On a notre Patreon. Ouais. Puis là, on rappelle encore une fois, on avait un SoundCloud au début. Seulement 2 épisodes pouvaient rentrer dessus avant de pouvoir payer. Fait que, on a juste laissé ces 2 épisodes-là. Mais sinon, on est sur Patreon. Les épisodes, on le rappelle, sont gratuits pour tout le monde et vont toujours le rester. C'est ça. Puis sinon, on a... Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que c'est tout. Je pense qu'on a tout, fait le tour. Puis dans le doute, effectivement, on a notre Linktree. Ouais. Que de toute façon, si vous écoutez ça, vous savez où trouver tout ça. Exactement. On vous a sûrement pesé tout ça en quelque part. Hey, je te donne la note de 110%, comme cette fameuse émission de sport dont on s'ennuie tant à TQS. Phew! 10% physique, 100% mental. Donc, on arrive au fameux segment qu'on a pété notre heure, puis on va parler de à quoi tu games. Exactement. C'est mon tour. Ça faisait beaucoup de fois qu'Antoine parlait à quoi il gamait. Vas-y, on va y aller avec le thème. On va y aller très rapidement.
On entend le Cove Team. Et là, faites pas le saut, je veux dire, de Heroes of Might and Magic 3. Mais, spécialement d'un mode qui s'appelle Horn of the Abyss, qui est en développement depuis, j'ai appris aujourd'hui, depuis très longtemps. Que moi, je connais depuis quelques années, mais qui est en développement, je pense, depuis 10 à 12 ans. La musique est par Docent Picolan, paix à son âme, qui est décédé il y a quelques années, qui était à la tête du projet depuis vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Donc, Horn of the Abyss est un mod de Heroes 3 qui veut rajouter du contenu en rajoutant, je pense, Cove, puis aussi une autre faction qui est comme des genres d'engineers, des ingénieurs avec des robots, que le nom m'échappe. Puis il y a aussi qui veut garder l'esprit du jeu. Moi, la raison pourquoi je voulais en parler, c'est qu'on entend la pièce en ce moment. La pièce qui rentre parfaitement dans le moule de toute la musique de Heroes 3. Autant que l'esthétique aussi des nouvelles unités qu'on a, les nouveaux héros aussi. On dirait vraiment que c'est une expansion qui est sortie en même temps, un peu après genre Shadow of Death, puis l'autre, je m'ai oublié, Armageddon Blade. Ouais. Mais, ça aurait pu, ouais. Ouais, puis ça aurait pu, c'est à s'y méprendre. Puis pour la musique, ouais, c'est bien réussi de sa part. L'autre pièce pour la nouvelle faction, je ne crois pas que c'est lui qui l'a faite. Mais sinon, j'en profiter aussi pour glisser aussi une autre information. Je recommande la chaîne YouTube Heroes Orchestra qui reprennent des pièces de Heroes 3, dont ils ont repris Cove avec un chœur qui chante le thème. Là. C'est magnifique, c'est magistral, ça t'en donne des frissons. Je recommande vivement, même si vous êtes un amateur de Heroes 3, de vous procurer Horn of the Abyss. Je vous dirai pas comment, je vais juste vous laisser dans le vide. Il y a des vidéos YouTube pour expliquer comment ça marche. Mais ça permet aux ordinateurs d'aujourd'hui de pouvoir runner le jeu qui est vieux de genre, je sais pas, 20 ans? 25? C'est même pas, c'est avant 2000. C'est avant 2000, là. c'est ouais, vieux. Plus Heroes. que 25 Parce que ans, quand tu joues avec la version de GOG, l'écran est super genre élargi, Ouais. puis c'est dégueu, puis les graphiques sont pas beaux. Mais grâce à un truc qui s'appelle le Heroes of Might and Magic 3 HD, pas celui de Steam, s'il vous plaît, mais ce que je vous parle, c'est gratuit. Là. Si vous avez la version de GOG, vous pourrez procurer HOMM HD et Horn of the Abyss ne run que sur ce mode-là. Donc, je vous recommande. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Parfait. sur moi, je vais aussi en profiter là, que des petites affaires que je voulais rajouter, que j'ai eu le flash, je n'ai pas encore dit. Tantôt, on parlait du panning, du panorama, là, c'est ça. Une des choses aussi, puis ça, c'est récemment, je sais plus trop, je pense, j'ai dû écouter une vidéo YouTube qui parlait de procédés, de musicaux, je sais pas trop. Ça m'a fait penser, il en parlait, puis je réalisais ça, qu'une des grosses utilités du panning aussi, c'est d'alléger un peu, mettons, si tout est au milieu, là, tout est en mono, par exemple, là, mettons d'un speaker, si t'as la mélodie, le contre-champ, la basse, l'accompagnement, la percussion, si tout ça est dans un bloc, c'est plus facile de perdre des choses. Tandis qu'avec le panning, tu peux mettre la mélodie à gauche, l'accompagnement à droite, puis si, mettons, tu as de la voix, par exemple, elle peut popper au milieu, puis ça va laisser de la place sans rien enlever des autres. Bon, c'est un petit peu l'intérêt qu'il y a à faire ça. Ça fait respirer un peu en mettant ça dans un petit peu plus tridimensionnellement. Ouais, là, parce que t'sais. quand c'est en mono, c'est comme tu dis, c'est un bloc, puis t'entends pas tous les instruments qui sont moins forts, ils vont se perdre dans le mix. Là. Ouais, c'est ça. On pense à des fois, ben, tu sais, comme si pas des accords de strings, mais un string qui fait une note, c'est facile de perdre ce son-là dans un tas d'autres instruments. Fait si c'est important, mettons, dans l'écriture d'une pièce, ben, faut trouver des moyens pour pas que ça se perde dans le lot. Parce que, par exemple, la basse et le drum, c'est des bons instruments pour enterrer les autres instruments. Oui. Ça, c'est... Puis souvent, ça, tu le mets pas... Ben, écoute, le drum, probablement, la percussion, tu pourrais avoir des percussions à gauche puis d'autres à droite, puis ça rajoute là, à l'effet, justement, de surround, là, dans le fond. Je pense... Là, peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'ils font ça comme, justement, un drum, que certaines cymbales vont sonner à gauche, certaines cymbales vont sonner à droite. Mais je pense... Tu sais, on s'entend que tout ça est des choix, surtout dans un contexte où c'est de la musique électronique, là, c'est pas des vrais instruments en plus, fait que ça se fait aussi dans les vrais instruments, puis dans l'enregistrement studio aujourd'hui, c'est quelque chose d'important quand tu mixes
des pièces, là, Ouais, tu sais, c'est de ça. penser au panning. Bon, de quelle façon tu fais ça. Mais là, en plus, il n'y a pas de prise de son ou quoi. Tu sais, c'est du synthétiseur puis des banques de son dans beaucoup de ce qu'on parle. Ça fait que c'est vraiment 100% le choix de dire « Hey, sais-tu, je vais mettre ça comme ça, je vais mettre ça comme ça. » Puis ça l'est. J'en parlais au début parce que je disais porter attention à ça. Entre autres, dans Streets of Rage, ils servent Go de straight, ça. ouais. Tu disais gauche-droite, gauche-droite, Ouais. puis bon, puis, etc. Fait que c'était ça. Je voulais juste compléter ce qu'on disait sur le panning. Puis je pense que je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. C'est fou, hein? Ben oui. Regarde, vous le voyez pas parce que c'est un podcast, là, mais Non. on a un peu respecté nos promesses. On n'est pour pas une si fait. Ça fait 1h10. Spécial coup de poing. fois. On a même pas parlé de pif. On n'a pas parlé de pif. Peut-être un jour, mais un là, jour. qu'est-ce que tu veux? Un jour. Ben Faites ouais. juste googler tous les pifs sur YouTube, puis écoutez-le au complet sans virer fou. Mais ouais, je pense que ça fait le tour sur notre l'épisode contraire du dernier épisode. Pas mal. Si vous les écoutez un après l'autre, là, c'est comme l'équivalent de se faire flatter dans le sens du poil, puis après ça, se faire puncher dans la tête. Ouais, T'es exactement. bien calme, là, c'est le moment de recevoir une bonne vieille droite. Ouais, c'est le réveil matin quand t'as pas assez dormi puis il faut que t'ailles à la job. Pif. Pif. Ouais. Pif, ta job. Ta job t'appelle. Va travailler, pif, payeur de taxes. C'est quoi que je disais dans la tune des Tortues Ninja tantôt? Humain normal, payeur de taxes, adulte. Ça, c'était toi puis moi. L'inverse des Teenage Mutant C'est Ninja ça. Turtles. Mais on est-tu vraiment à l'inverse des Teenage Mutant Non, Ninja sûrement Turtles? pas. Non. Mais non. C'est quoi l'inverse d'un ninja? Un pirate? Ça, je pense pas que ce C'est- soit. Ça, je pense pas que ce soit C'est canon. un samouraï? Non. Je pense j'ai joué à trop de jeux avec des classes, puis là, on dirait que dans ma tête. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que peut-être que le contraire, c'est Paladin, peut-être. White Mage. Ouais, c'est ça. Le contraire de ninja, c'est un White Mage. Tu veux juste guérir le monde, tu veux pas les one-shotter. Ouais. Ben, le Black Mage serait l'inverse du White Mage, non? Ouais, mais tu sais, le contraire de la magie, c'est des coups d'épée dans la tête. Mais c'est ça. Mais le contraire de quelque chose, c'est rien. Fait que dans le fond, ce serait juste le néant, dans le fond. C'est le Podcast contraire. philosophique, part 7. Yes, sir, tout le monde. Mais je pense que ça couvre pas mal le sujet de musique de combat, musique de coup de poing. Oui. Spécial coup de poing. Fait que la prochaine fois que vous allez au gym, là, vous allez. Prenez-vous une petite soundtrack de Oui. combat, là, genre, je sais pas, la toune de Ryu sur repeat pendant une demi-heure. Ben oui. Ah, puis moi, je dis le Turtles in Time, toutes les tunes. Ça, tu peux écouter ça au gym, c'est sûr. Tu sais, des tunes. Sinon, c'est sans être vraiment du fighting game, mais que l'idée des tunes est souvent pas très loin. Les tunes de Megaman, c'est des bonnes tunes ouais. de training aussi. J'ai oublié. Je voulais mentionner 3 choses. Parce que là, vous allez sûrement faire le saut parce que vous avez pas parlé de Mortal Kombat. Puis on avait vraiment beaucoup de choix. Fallu choisir. Là. Il y a 3 mentions spéciales que je voulais faire avant de finir l'épisode. Final Destination de Super Smash Brawl, là, qui est selon moi la meilleure version de la musique de ce C'est vrai, tableau-là. ouais. C'est celle qu'il y a un orchestre, puis qu'il y a une chorale, puis c'est all over the place. J'avais envoyé aussi à Pidge de Ultimate Mortal Kombat 3, la tune de Subway. Mhm. Pas le restaurant, mais bien le métro. Le métro. Ça, c'est un autre rabbit hole, là, le C'est métro. beaucoup d'inside jokes. Là, que, Ouais, en ok. tout cas, un jour, on expliquera Un jour, ça on au va fil- vous expliquer c'est au quoi. fil des épisodes. Ouais, là. on vous expliquera le film tube. Et finalement, Street Fighter V, Chun-Li, on en a parlé finalement. J'ai pas Oui. besoin. Ça, c'est parfait. Fait que mettez votre bandana, votre petit saut d'athlétisme. Ah ouais, au gym, allez péter des gueules. Ah oui. Puis, ben, c'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Hey, rien de mieux, esti, pour lever de la fonte. Ah, tu devrais finir l'épisode avec cette tune-là encore pendant 15 minutes. Ouais, on verra. Mais en tout cas, fait que, ben, c'était le 7e épisode. Ouais. On a déjà notre sujet du 8e. On vous le dit pas, bien On sûr. le dit pas. On va peut-être faire un preview, chose qu'on pouvait pas faire parce qu'on décide nos sujets trop dernière minute. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'on va pas pouvoir faire non, ça. on va vous faire. Ok, regardez, on va faire un petit preview la semaine prochaine, juste pour vous mettre l'eau à la Dans la bouche. Puis d'ici là, ben, combattez bien. On va bien. À bientôt. Punchez les bonnes choses. Ah. Bye!